Voilà. Bien, bonjour à tous. Euh, alors, on va s'intéresser aujourd'hui, on va terminer ce qu'on a commencé par voir la dernière fois au sujet de Frege. Euh, et puis on va s'intéresser à une grande théorie qui a eu une influence considérable sur toute l'histoire de la philosophie du XXe siècle, à savoir la théorie de Russell sur les descriptions définies, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Avant tout ça, je vous fais un petit rappel. J'avais juste une question concrète à vous poser. Quand vous regardez les enregistrements des cours, est-ce que vous arrivez, enfin si vous les regardez, vous arrivez à avoir accès à l'enregistrement sans problème ou pas? Oui, en principe, ça va. Ok. Parce que je sais que vous êtes certains, au bout d'un moment, ils s'effacent ou ils se bloquent. Donc peut-être je vais les mettre sur YouTube pour que ça soit plus simple. Je vous mettrai les liens dans tous les cas. Peut-être la méthode changera un petit peu. Et je voudrais aussi trouver une méthode d'enregistrement un peu moins compliquée. Peut-être que vous verrez plus ma tête, ce qui est très triste pour vous, mais vous aurez toujours la voix, ce qui est très gai. Dans les enregistrements à venir, pas aujourd'hui, mais les suivants. Bien, alors je vous fais juste un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on en est dans le cours. On divise l'étude du langage en syntaxe, sémantique, pragmatique. On s'est intéressé à la syntaxe. Je ne vous casse pas la tête avec ça, mais vous allez voir que ça va être très utile quand on va étudier Russell. Cette question de savoir comment est-ce qu'on distingue les noms des prédicats, des quantificateurs, va jouer un rôle crucial pour comprendre la sémantique. Donc, je vous ai dit au début du... Pardon, c'est un peu allusif tout ça, mais quand je vous ai dit on partage l'étude du langage en syntaxe sémantique pragmatique, on étudie la grammaire, puis on étudie la manière dont le langage se rapporte au monde, ça c'est la sémantique, puis on étudie la manière dont le langage fonctionne en contexte, ça c'est la pragmatique. D'accord? On a ces trois domaines-là. Je vous ai dit tout de suite, faites attention parce que même si c'est la manière habituelle d'organiser l'étude du langage, il y a des interactions très étroites entre tout ça. Et ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'exemple de Russell, c'est que certaines considérations syntaxiques qui semblent être purement grammaticales vont avoir des considérations, des implications considérables pour comprendre comment le langage se rapporte au monde. Je vous dis juste ça pour piquer votre curiosité. Pour l'instant, c'est complètement flou dans votre esprit, mais vous allez voir tout à l'heure que, les trucs ennuyeux qu'on avait appris sur S/10, etc., ça va jouer un rôle important pour savoir si les licornes existent, pour piquer encore plus votre curiosité. Ou si Dieu existe, pour piquer encore plus votre curiosité. Alors, ça c'est pour la deuxième partie du cours aujourd'hui, mais la première qui va nous intéresser, c'est la théorie de Frege qu'on a commencé à voir la dernière fois. Donc on est dans la partie sémantique de ce cours, on a étudié les différentes théories de la vérité, et on s'intéresse maintenant non plus à la manière dont les phrases se rapportent au monde, ça c'est ce que fait la théorie de la vérité, mais à la manière dont certaines expressions, et en particulier les noms, se rapportent au monde. Et la manière dont un nom se rapporte au monde, c'est ce qu'on appelle, la référence. J'allais vous poser la question, mais ça ne va pas être difficile. C'est ce qu'on appelle la référence. Okay, alors, Frege, considéré comme le premier des philosophes analytiques, le fondateur de la philosophie analytique, va introduire une distinction cruciale entre deux choses qu'on a tendance un petit peu à confondre, d'après lui, à tort, la référence d'un nom et le sens d'un nom. Et pour introduire cette distinction-là, dans cet article célèbre que je vous ai enfin mis en ligne hier, je vous avais dit de le lire. Merci de m'avoir rappelé que je ne l'avais pas mis en voix, je vois que vous êtes. Donc maintenant, vous l'avez simplement en anglais. L'article original est en allemand, Sinn und Bedeutung. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, donc dans cet article, Frege introduit cette distinction cruciale entre le sens et la référence, un article de 1892, et pour ce faire, il va s'appuyer sur deux énigmes. D'une part, une énigme dont on a commencé à parler la dernière fois, dont je vais vous reparler maintenant, qui porte sur les jugements d'identité. D'autre part, une énigme qui porte sur l'attribution de croyances à autrui. Okay, et c'est ça qui va le conduire à distinguer le sens de la référence.
Euh, alors, Frege s'intéresse à ce qu'il appelle les noms propres. Et qu'est-ce qu'il appelle un nom propre? C'est un signe ou un ensemble de signes qui désigne un seul individu, une seule personne ou un seul objet. D'accord. Donc si je dis des pingouins, c'est pas un nom propre parce que ça désigne tout un tas ça désigne d'une part plusieurs choses et pas plusieurs choses spécifiques. Par contre, si je dis la plus jeune personne dans cette salle, même si je ne sais pas qui c'est, cette expression-là, elle désigne une personne spécifique. D'accord. Donc ça, c'est un nom propre. Si je dis Julie, c'est un nom propre. D'accord. Un nom propre, c'est une expression linguistique qui désigne un seul objet. Ok. Donc jusqu'ici, nous on a travaillé avec la distinction entre nom et prédicat. Là, on prend une sous-catégorie des noms qui sont les noms propres. Un nom propre, ça attrape un et un seul objet. Ça réfère à un et un seul objet. Alors la théorie que veut rejeter Frege, c'est l'idée que le sens d'un nom propre n'est rien d'autre que l'objet qu'il désigne. Donc quel est le sens du nom Julie? Une théorie intuitive, c'est dire le sens du nom Julie, et ça nous ferait presque plaisir, à vos souhaits, qu'il y a une épidémie, ça nous ferait presque plaisir que le sens d'un nom soit uniquement la référence du nom. D'accord. Enfin, plaisir dans le sens où ce serait simple. Malheureusement, les choses sont rarement aussi simples que ce qu'on voudrait qu'elles soient, et l'idée de Frege, c'est que le sens d'un nom, ça n'a rien à voir, enfin ça n'a pas rien à voir, mais c'est distinct de la référence du nom. Donc la théorie qu'il rejette, c'est l'idée que vous avez un nom, Donald Trump c'est un nom propre, ça attrape une seule personne. L'idée, ce serait que le sens de ce nom, ce serait uniquement Donald Trump, à savoir la personne physique. Et Frege s'oppose à ça, je vous l'ai déjà dit. Alors on a commencé par la première énigme la dernière fois, l'énigme sur les jugements d'identité. Les jugements d'identité, c'est des jugements du type un nom est identique à un autre nom. Enfin, c'est mal dit comme ça, mais qui ont la forme, un nom, signe d'identité, un autre nom. Donc l'identité que Frege symbolise avec le même signe que l'égalité mathématique, c'est ce qu'on fait aussi en logique, quand ceux qui font de la logique des prédicats ou qui ont fait de la logique des prédicats un petit peu tardivement dans la logique des prédicats, vous introduisez ce qu'on appelle ce prédicat d'identité, qui nous permet de faire plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ce prédicat d'identité? C'est un prédicat à deux places, de chaque côté, il prend un nom, pour faire une phrase. Ça, vous savez comment marche des prédicats, donc ça c'est sa forme générale. Je ne reviens pas sur tout ça. Voici un certain nombre de jugements d'identité pour vous rafraîchir la mémoire sur la première énigme de Frege. La grande question de Frege, c'est comment ça se fait que quand je lis les choses qui sont à droite, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, tandis que quand je lis les choses qui sont à gauche, j'ai l'impression de rien apprendre du tout. Comment ça se fait que si on me dit le soleil est identique au soleil, ça me fait ni chaud ni froid, tandis que si on me dit l'astre qui se lève le matin est le même que l'astre qui se lève ce matin est le même que l'astre qui se levait hier matin, là j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Bon, plus maintenant, mais la première fois que j'ai réalisé ça. Pareil, Romain Gary, j'apprends rien, c'est vrai, mais j'apprends rien. Romain Gary et Émile Ajar, c'est vrai, et j'apprends quelque chose. D'accord. Donc ça, c'est l'énigme initiale de Frege. Comment, la première énigme de Frege, comment rendre compte que certains jugements d'identité sont informatifs, alors que d'autres ne le sont pas. Informatif, Frege dit encore, certains énoncés d'identité ont une valeur cognitive. D'accord. Ils nous apprennent quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça? Première solution, on pourrait se dire, l'identité, c'est pas compliqué, c'est une relation entre les référents des noms. D'accord. On a deux noms, l'étoile du soir, l'étoile du matin, et l'identité, ça porte sur ce à quoi ces noms réfèrent. L'étoile du soir, elle réfère à Vénus, ce truc, on va dire qu'il est là. Okay. L'étoile du matin, le mot l'étoile du matin réfère à Vénus, le truc qui est là. Donc si vous dites l'étoile du soir et l'étoile du matin, vous êtes en train de dire, d'après cette première hypothèse, ce truc qui est là, c'est le même que ce truc qui est là. Vous êtes en train de dire que le truc qui est là, l'étoile, elle est identique à elle-même. Okay. Ça, c'est ce que Frege appelle la théorie objectuelle. Selon la théorie objectuelle, les énoncés d'identité portent sur les référents des noms qu'ils contiennent. Ce qui ne va pas avec cette théorie pour Frege, c'est que précisément, vous ne pouvez pas répondre à sa première énigme, qui est que vous ne voyez pas la distinction d'information entre A égale A et A égale B. Parce que qu'est-ce que vous dites quand vous dites A égale A? Vous dites ce truc qui est là est identique à lui-même. Et qu'est-ce que vous dites quand vous dites A égale B? Vous dites ce truc qui est là
l'étoile du matin, il est identique à ce truc-là, qu'on appelle l'étoile du soir. Il est aussi identique à lui-même. D'accord? Donc, si quand vous faites un jugement d'identité, faut bien que vous voyez ce qui se passe quand on fait un jugement d'identité. Quand vous avez deux choses différentes dans un jugement d'identité, hein, quand vous dites A est identique à B, il y a une chose qui est impossible, qui est exclue d'emblée, c'est que vous ne pouvez pas dire Ah, voilà une chose, en voilà une autre, et ces deux choses, elles sont identiques. L'identité, métaphysiquement, c'est une relation qui est en un sens extrêmement pauvre. La seule chose à laquelle vous êtes identique, c'est à vous-même. Vous ne pouvez pas être identique à quelque chose d'autre que vous-même. Donc à partir du moment où on est en train de parler d'identité qu'on appelle numérique ici, pour ceux qui ont fait de la métaphysique, ce qui fait qu'il y a deux choses plutôt qu'une. Donc vous ne pouvez pas dire A, ça réfère à ça, B, ça réfère à ça, et ce qu'on apprend, c'est que en fait, ces deux trucs-là dans le monde ne font qu'un. Ça n'arrive jamais que deux choses font qu'un. Deux choses ne font qu'une, d'accord? Peut-être il y a des cas bizarres de fusion entre des choses, mais ça c'est un processus temporel, la fusion. Mais au départ, si vous parlez de l'étoile du soir ou de l'étoile du matin, vous parlez de la même chose. Ok. Donc si vous pensez que les énoncés d'identité portent sur les référents des noms, tout ce que vous dites, c'est que quand vous dites l'étoile du soir et l'étoile du matin, vous dites, ben, l'étoile, ce truc dans le monde, il est identique à lui-même. Je vois des sourcils froncés. Est-ce que vous avez, quelles sont vos questions ou vos doutes sur tout ça? Ça va? Ouais, là. Je ne comprends pas pourquoi là vous avez dit l'identité comme relation entre les référents et les noms, Ouais. mais ensuite vous parlez que des référents qui sont identiques. Et j'ai aussi l'impression que depuis le début, ça parle de l'identité comme une relation entre référents et les noms. J'ai pas vraiment compris la subtilité de cette solution. Donc, on a des énoncés au départ qui ont cette forme-là. A est identique à A. On veut savoir comment les comprendre. OK? A est identique à B. On veut savoir comment les comprendre. Euh, vous voyez que cet énoncé-là, il n'a pas la forme euh, A est identique à B. Cet énoncé-là, il est vrai ou il est faux? Il est faux, il est toujours faux. Vous êtes en train de parler des signes, le signe A, il n'est pas identique au signe B, d'accord? Il y a des guillemets, donc on est en train de parler des signes, donc clairement, ça ne peut pas être ça. Donc cette solution, elle est exclue d'emblée. On n'est pas en train de parler des signes, d'accord? Exclusivement des signes. Alors de quoi on peut être en train de parler? Euh, Si on est en train de parler des objets, donc A, ça réfère à, je vais vous faire une belle étoile, voilà. A, ça réfère à cette étoile. Okay. B, ça réfère à cette étoile. Okay. Qu'est-ce que je dis quand je dis A est identique à B? Si la signification de A c'est l'étoile et si la signification de B c'est l'étoile, je dis l'étoile est identique à l'étoile. Okay. Mais si c'est ça, si je suis juste en train de dire l'étoile est identique à l'étoile, alors on n'a pas compris la différence, pardon, la différence qu'il y a entre A est identique à B et A est identique à A. D'accord? Ça, c'est la première solution de Frege qui rejette pour la même raison. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, parce que c'est absurde d'emblée. Euh, vous pouvez, si vous dites ça, c'est pas absurde, mais vous êtes en train de dire que bah, tous ces énoncés ont la même valeur informative. D'accord? Vous dites juste l'étoile, elle est identique à l'étoile. Elle est identique à elle-même. Ça va mieux comme ça? Ouais. Donc, vous voyez, on est pris entre un peu un étau. Soit vous êtes en train de parler des signes et vous dites des bêtises, soit vous êtes en train de parler du monde et vous dites des banalités. Ok. Donc, comment est-ce que vous trouvez une alternative ici? On en fait quand même, pas tous les jours des jugements d'identité, mais on en fait assez. Ah, mais la copine de machin, en fait, c'est la sœur de truc. Ça, c'est un jugement d'identité, d'accord? Ça arrive souvent, et on apprend des choses quand on a fait des jugements d'identité. Donc, c'est pas juste sorti du chapeau. Frege, il s'intéresse aux identités mathématiques, mais il n'y a pas que des identités mathématiques. Pourquoi on apprend des choses quand on a des jugements d'identité? Voici ce que dit Frege. Si l'on voulait voir dans l'identité une relation entre ce que dénotent respectivement les noms A et B, A est identique à B ne pourrait pas, semble-t-il, différer de A est identique à supposer que la proposition A est identique à B soit vraie. On aurait là l'expression d'une relation entre une chose et elle-même, relation que toute chose entretient avec elle-même. D'accord? Donc si vous prenez la thèse naïve selon laquelle quand on utilise des noms, on les utilise juste pour parler de leur référence et rien d'autre,
vous ne pouvez pas rendre compte du caractère informatif de certains énoncés d'identité. Vous êtes juste en train de dire que ce dont parle ce nom est identique à lui-même. Oui ou toujours pas trop? Ça va? Ouais. Alors, ça c'est la première solution de Frege qui l'exclut d'emblée. Deuxième solution de Frege, qui va exclure aussi, l'identité, ce serait une relation entre les noms. Alors, ça ne peut pas être cette seconde proposition-là. On n'est pas en train de dire que le nom A est identique au nom B, mais peut-être que ce qu'on dit, quand on dit A est identique à B, c'est que le nom A la même référence que le nom B. Okay, je ne suis pas en train de parler de la référence ici, je suis en train de parler des mots, mais de la valeur sémantique des mots. Je suis en train de dire le mot la sœur de Julie, ça c'est un nom pour Frege, et l'autre nom, la petite copine de Paul, ce sont deux choses qui sont identiques. Ce ne sont pas deux choses qui sont identiques, c'est la même chose dans le monde qui est identique, mais ces deux noms, ces deux expressions nominales, réfèrent à la même chose, à savoir la même personne dans le monde. Okay, donc je suis en train de parler des noms, mais pas pour dire que je suis en train de parler des signes, il faut des guillemets, mais pas pour dire que les signes sont identiques entre eux, mais pour dire que les références de ces signes sont les mêmes. Okay, ça, c'est la deuxième interprétation possible des énoncés d'identité, qui paraît très plausible. Si vous reprenez tous les énoncés d'identité ici, dites, ah bah oui, la référence de Romain Gary, ce à quoi réfère Romain Gary, c'est la même chose que ce à quoi réfère Émile Ajar. Ce à quoi réfère l'étoile du soir, qu'on appelle aussi Hespérus, c'est la même chose que ce à quoi réfère l'étoile du matin, qu'on appelle aussi Phosphorus, etc. Okay, donc, vous dites, ces énoncés sont informatifs parce qu'on a deux noms différents et on apprend que chacun de ces noms réfère à la même chose. Et ceux-là ne sont pas informatifs parce qu'on a deux noms, on a un seul nom, alors ce n'est pas une surprise que le nom réfère à la même chose. Okay. Donc on pourrait se dire, et c'est ce que s'est dit Frege dans ses premiers travaux, la Begriffsschrift, où il introduit la logique contemporaine, quand je vous le lisais la dernière fois, on pourrait dire, ah ben voilà, c'est ça la réponse. Frege pensait au début que c'était ça la réponse. C'est tout bon. On a trouvé la solution à l'énigme, c'est la deuxième théorie. L'énoncé A égale B doit en réalité être lu comme portant sur les noms. Il signifie le nom A et le nom B ont la même référence ou dénotent le même objet. Okay, on peut se frotter les mains et passer à autre chose. Mais Frege maintenant, ça c'est l'exemple canonique de Frege, vous avez entendu sans doute déjà, on a une étoile qui a plein de noms qui réfèrent à cette étoile. Okay, vous pouvez savoir que cette étoile elle s'appelle Hespérus, vous pouvez savoir qu'elle s'appelle Phosphorus, sans savoir qu'elle s'appelle l'étoile du berger, sans savoir qu'elle s'appelle l'étoile du matin, sans savoir qu'elle s'appelle l'étoile du soir, sans savoir que c'est Vénus. Okay, puis à chaque fois qu'on vous fait un énoncé d'identité, vous dites, ah, l'étoile du matin, c'est l'étoile du berger. Ah, Vénus, en fait, c'est Phosphorus. Vous apprenez toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous apprenez d'après cette hypothèse quand vous apprenez ça? Vous apprenez que ces différents signes sont des signes d'une même chose. Okay, ah bah ouais, finalement, en fait, il y avait un seul truc et il y avait différents noms, différents signes arbitraires pour nommer une même chose. Alors Frege nie pas que ça arrive parfois, mais il pense que ça ne peut pas être ça l'explication de ce qu'il y a d'informatif dans un énoncé d'identité quand on est comme tout étonné de découvrir que l'étoile du soir, c'est l'étoile du matin. Pourquoi est-ce que Frege ne veut pas de cette solution? Une première chose, c'est que, je reviens juste ici, on se demande comment interpréter l'énoncé A est identique à B. A priori, ce n'est pas un énoncé qui porte sur le langage. Et maintenant, pour comprendre ce que veut dire cet énoncé, on rajoute des guillemets. On dit le nom A réfère à la même chose que le nom B. On parle du langage. Okay, là, Frege dit c'est quand même bizarre que des énoncés qui ne semblent pas porter sur le langage soient réinterprétés comme des énoncés qui portent sur le langage. A priori, on parlait du monde. Premier souci de Frege. Mais souci principal de Frege, si c'est la bonne solution, alors tous les énoncés d'identité nous apprennent simplement quelque chose au sujet du langage, au sujet du lien arbitraire entre les mots et les signes. Je suis content de commencer par ça parce que c'est tellement casse-tête ce truc que c'est bien d'avoir ça en début de séance. Vous verrez après ça ira mieux les licornes. Mais Frege, pour comprendre le paradoxe, ça demande un petit effort. Donc c'est bien qu'on le refasse quand vous êtes encore frais. Donc ça c'est le point à mes yeux le plus difficile à comprendre. C'est pourquoi est-ce que cette théorie-là ne suffit pas. Qu'est-ce que vous apprenez si vous dites
d'après cette théorie, que deux choses sont identiques, que A est identique à B. Vous apprenez que le signe A est dans une relation arbitraire avec une chose et que le signe B est dans une relation arbitraire avec une même chose. Ok? Maintenant, si je vous dis, prenez juste des exemples naïfs, si je vous dis la fille de Jean-Jacques, c'est l'amante du pape. J'ai utilisé deux noms, hein, c'est un jugement d'identité. Votre étonnement, il n'est pas juste de dire ah ouais, en fait, ce petit signe, cette concaténation de signes, il est lié arbitrairement. Tous les signes sont liés arbitrairement avec leurs objets, sauf les cocoricots et des trucs comme ça qui ressemblent un peu à leur objet. Mais en général, la relation entre le langage et le monde est conventionnelle. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez lire le Sophisme de Platon qui porte sur cette question-là. Mais nous, on admet que les signes, ils portent conventionnellement sur leur langage. La fille de Jean-Jacques, c'est l'amante du pape. C'est un jugement d'identité. Okay, vous apprenez pas juste que la concaténation de signes, la fille de Jean-Jacques, est arbitrairement liée à un truc qui est le même truc avec lequel est arbitrairement liée la concaténation, l'amante du pape. Si c'est la seule chose que vous appreniez, je veux dire, il n'y aurait aucun motif d'étonnement. Tous les signes sont arbitraires. Si tous les jugements d'identité, vous direz, ouais, c'est comme si je vous dis maintenant, ah ouais, ça c'est une table, ben moi je l'appelle Schmorglub. Une table est identique à Schmorglub. Ouais, c'est pas difficile, on peut faire les conventions qu'on veut, c'est pas avec ça qu'on apprend quelque chose, d'accord? Donc ça c'est le motif pour lequel Frege veut pas de cette seconde hypothèse. Il rend compte, elle nous apprend quelque chose, cette seconde hypothèse. On comprend pourquoi certains énoncés d'identité sont informatifs, mais c'est une information qui est presque banale. Ça nous dit juste que les signes sont liés arbitrairement à leurs objets. Et on apprend quels signes sont liés arbitrairement à quels objets. Mais non, il y a plein de cas d'énoncés d'identité où on apprend quelque chose de plus. Et c'est ça que Frege veut attraper maintenant. Donc, vous voyez son dilemme, il n'est pas mince. Soit vous pensez que les noms ne parlent que des choses, et à ce moment-là, vous dites que des trivialités, parce que quand je dis la fille de Jean-Claude, c'est l'amante du pape, tout ce que je dis, c'est que cette personne dans le monde, elle est identique à elle-même. Ah, bah ça, c'est pas un scoop. Soit je dis, ça c'était la première hypothèse, soit je dis, ces deux expressions linguistiques sont liées arbitrairement au même objet. Et ça nous apprend un petit quelque chose, mais pas quelque chose d'aussi surprenant que ce qu'on pensait. De la même façon, quand vous apprenez que Superman et Clark Kent, vous apprenez pas seulement que le nom Clark Kent et Superman ont les mêmes référents. Vous apprenez quelque chose au sujet du monde, ou pas simplement au sujet du langage. À savoir que deux personnes que l'on pensait distinctes avec un S ne font en fait qu'une. D'accord? Ça va. Est-ce que vous avez compris la raison pour laquelle cette deuxième théorie des jugements d'identité ne marchait pas selon Frege? Ouais. Donc, ça, c'est la première énigme de Frege. Il faut qu'on trouve une solution pour rendre compte, pour expliquer pourquoi Superman et Clark Kent est un énoncé d'identité informatif. Je passe la citation de Frege et on en vient à la solution. Alors, quelle est la solution de Frege? Ah non, bon, c'est pas ça que je veux mettre là. Quelle est la solution de Frege? Le problème, dit Frege, c'est que on a identifié à tort le sens d'un nom à sa référence. La solution de Frege, ça consiste à dire qu'il faut distinguer le nom, la référence du nom, la chose dans le monde auquel réfère le nom, et le sens du nom. Donc chaque nom a une signification qui est distincte de son sens. Comment est-ce que Frege nous explique ce que c'est que le sens d'un nom? Il utilise cette expression qui va faire couler énormément d'encre, le mode de présentation de la référence. Un nom, il vous présente sa référence d'une certaine manière. C'est pas juste le langage, le signe arbitraire et la référence. Le signe porte avec lui un certain sens, un mode de présentation de la référence. Et pour fixer la terminologie, Frege dit qu'un nom réfère à son référent, mais qu'il exprime son sens. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va essayer maintenant de voir un peu plus clair sur ce que Frege appelle le sens. Lorsqu'on apprend que Hesperus est identique à Phosphorus, dit Frege, on n'apprend pas seulement que Hesperus est identique à elle-même, c'était la première solution, on n'en veut pas. On n'apprend pas seulement que les noms Hesperus et les noms Phosphorus réfèrent à la même chose, ou co-réfèrent, c'était la deuxième solution, on n'en veut pas. On apprend que l'étoile qui apparaît la première le soir
Et ça, dit Frege, c'est le sens du mot Hespérus. Cette description-là, l'étoile qui apparaît la première le soir, est identique à l'étoile qui disparaît en dernier le matin. Et ça, c'est le sens du nom Phosphorus. Donc, à chaque nom, dit Frege, est associé un certain sens, d'accord, une certaine description, on va dire ensuite. Cette description qui vous dit pas simplement ce que désigne le nom, mais une certaine propriété du nom, même si c'est un peu aléatoire, enfin, pas tout à fait correct de dire ça comme ça. Oui, Flavien. Ce sens, cette description, c'est pas un autre ensemble de signes? Est-ce qu'il n'y a pas Non. repoussé de problème? Non, le sens, il est dans le rapport avec le nom, de la même façon que les propositions sont en rapport avec les phrases. Vous vous souvenez de cette distinction qui nous a déjà un petit peu perturbé? Vous pouvez avoir deux noms dans différentes langues qui ont le même sens. D'accord? Le sens pour Frege, c'est quelque chose d'externe au langage. C'est représentationnel, mais c'est externe au langage. Ça vous permet de traduire les noms d'un langage à l'autre. Si vous avez Hund, chien, dog, ça c'est le chien, the dog, der Hund, das Hund, der, merci. Der Hund, ça c'est trois expressions nominales qui réfèrent à une seule chose, le chien, et qui ont le même sens. D'accord? Il peut arriver qu'en fait d'une langue à l'autre, il n'y ait pas exactement les mêmes sens, mais vous allez voir beaucoup moins souvent qu'on ne le pense d'après la théorie de Frege. Donc, le sens, c'est comme une proposition, si vous voulez, sauf que c'est pour les noms, tandis que les propositions, c'est pour les phrases. Frege, c'est un platoniste. Il pense qu'à chaque signe concret qu'on prononce ou qu'on écrit correspond dans un troisième règne, le monde des idées, quelque chose d'objectif, une entité abstraite. Donc à chaque nom correspond un sens, à chaque proposition correspond ce qu'il appelle une pensée et que nous on a appelé un peu une proposition. Ça va? Quel lien entre ces thèses-là et les thèses classiques en linguistique sur la différence entre connotation et dénotation? Oui, alors ça, je vais y revenir quand on va parler dans un instant de ce que Frege appelle la conception, qui correspond à ce que vous appelez la connotation. J'arrive tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous apprenez quand vous apprenez que l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin? Vous apprenez que les modes, encore avec un S, de présentation étoile du soir, pardon, que le mode de présentation étoile du soir et le mode de présentation de l'étoile du matin présentent le même objet. Quand vous apprenez de même que Superman est identique à Clark Kent, vous apprenez que la personne... Donc, vous apprenez que... C'est quoi le sens de Superman? Un sens de Superman, c'est une description du type la personne qui est reporter au Daily Planet. Ça, c'est le sens du nom Clark Kent. Et vous apprenez que cette personne qui est reporter au Daily Planet est la même personne que celle qui a une force surhumaine et qui sauve des innocents. Ça, c'est le sens de Superman. D'accord. Donc, c'est le sens qui gît entre les noms et leurs références qui vous permettent de rendre compte de la valeur informative des énoncés d'identité. Alors, ça c'est un joli programme. Je ne sais pas si il vous semble sympathique à cette étape, mais en tout cas on se dit on a une énigme difficile, on a deux options, soit on parle du langage, soit on parle du monde. Dans les deux cas, on ne peut pas rendre compte de la valeur informative des énoncés d'identité. Donc, on introduit le sens, la signification d'un nom, et il y a quelque chose d'un petit peu intuitif là-dessus, c'est-à-dire il y a ce dont je parle, et il y a ce que signifie ce que signifient mes termes. Et c'est pas exactement la même chose, le sens de mes mots et la référence de mes mots. Mais ça reste un programme et on veut savoir exactement ce que c'est que le sens pour Frege. Alors voyons comment Frege l'introduit, et vous allez voir qu'il donne un certain nombre d'exemples qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Là, il résume son énigme. Si l'on admet que le signe A se distingue du signe B en tant qu'objet seulement, ici par la seule forme, et non en tant que signe, en tant qu'il désigne quelque chose, alors la valeur de connaissance de A est identique à A, serait essentiellement identique à celle de A est identique à B. Ça, c'est sa première solution qu'il a rejetée d'emblée. On ne saurait les distinguer que si la différence, donc ces deux valeurs informatives,
on ne saurait les distinguer que si la différence des signes correspond à une différence dans la manière dont l'objet désigné est donné. La manière dont l'objet désigné est donné. Ça, c'est le sens. Mode de présentation de l'objet. Et voici le premier exemple que donne Frege. Soit A, B, C, les droites joignant les sommets d'un triangle au milieu des côtés opposés. Le point d'intersection de A et de B est le même que le point d'intersection de B et de C. Nous avons diverses désignations pour le même point, et ces noms, point d'intersection de A et de B et point d'intersection de B et de C, indiquent en même temps la manière dont ce point est donné. Par suite, la proposition contient une connaissance effective. Alors que veut dire Frege? Vous avez l'intersection des médianes du triangle qui correspond à un point, G sur cette figure-là. Ça, on veut faire référence à ce point-là. Vous avez plein de manières de faire référence à ce point-là. Dans cet exemple, Frege en mentionne au moins 3. Vous pouvez dire G, c'est l'intersection, c'est le point qui est à l'intersection des droites C et B. Mais quelqu'un d'autre peut dire non, G, c'est le point qui est à l'intersection des droites A et C. Ou vous pouvez encore dire G, c'est le point qui est à l'intersection des droites B et A. Okay. À chaque fois, vous référez au même point. Souvenez-vous, pour Frege, point d'intersection de A et B, c'est un nom. Hein, c'est nom. Hein. Un nom, ça peut être une entité complexe qui désigne un nom propre, une et une seule chose. Okay. À chaque fois, l'intersection de A et B, ça désigne un et un seul point, à savoir G. Et Frege dit, ces différents noms, ils ont la même référence, point d'intersection de A et B, point d'intersection de B et C, point d'intersection de C et A, mais ils ont différents sens. D'accord? Vous référez à la même chose, mais de différentes manières. Ce point-là, vous pouvez y penser de différentes façons, comme l'intersection de A et B, de B et C ou de C et A. Ça, c'est son premier exemple. D'accord? Et il pense que c'est la même chose quand vous dites l'étoile du soir est identique à l'étoile du matin, ou quand vous dites la fille de Jean-Jacques, c'est la copine de Julie, etc., etc. Vous désignez la même chose de différentes manières. Mais les manières de désigner, ce n'est pas juste des variations dans le signe. Hein, il y a une variation dans le sens des signes. Frege poursuit, il est naturel d'associer à un signe, nom, groupe de mots, caractère, outre ce qu'il désigne et qu'on pourrait appeler sa dénotation, qu'on appelle nous aussi sa référence, ce que je voudrais appeler le sens du signe où est contenu le mode de donation de l'objet. Pour reprendre l'exemple ci-dessous, la référence des expressions point d'intersection de A et B et point d'intersection de B et C serait bien la même, mais non leur sens. La référence d'étoile du soir et d'étoile du matin serait la même, mais leur sens serait différent. Alors, comme je vois vos sourcils qui restent français, je fais juste un petit parallèle dans l'espoir de vous éclairer un petit peu. Vous savez qu'au même moment, pour ceux qui ont suivi le cours sur Brentano, Husserl et Meinong, au même moment, Husserl développe une théorie de la perception dans laquelle il va dire il y a ce que je vois, mais il y a la manière dont je le vois, ce qu'il va appeler le contenu perceptif. On va prendre un exemple très simple maintenant. Vous voyez tous, on voit tous la même craie ici maintenant, mais d'après Husserl, on la voit tous d'une différente manière. Flavien la voit depuis là-bas, Thomas la voit depuis là-bas, moi je la vois depuis là. Okay, tout ça, c'est des manières de voir la même chose. Okay, et si vous vous déplacez autour de la craie, vous voyez le même objet, la même référence perceptive, de différentes façons. Et Frege dit, eh ben, il y a une distinction analogue au sujet du langage. Vous avez un même référent qui ancre la désignation de différents noms, mais vous pouvez référer à cette même chose de différentes manières. C'est le même. Alors, il y a toute une littérature pour savoir si la notion de Husserl phénoménologique de contenu perceptif est liée à la notion de sens de Frege. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Vous savez que Frege a une grande influence sur Husserl. On n'en parle pas ici, mais ça vous permet de voir l'idée. D'accord ? Ça vous permet de voir l'idée de dire en fait, il y a un seul objet et différentes manières d'appréhender l'objet. Frege dit c'est ça qui se passe dans le langage. Oui, Jean. Mais du coup, imaginons à côté de moi, il y a un autre Jean complètement différent. Mm-hmm. Ici, on dit Jean. Du coup, il y a deux références, mais un sens. Non. Si je dis Jean, à ce moment-là, c'est que Jean, c'est plus un nom propre. Souvenez-vous qu'on a admis que nom propre, ça attrape une seule chose. Okay, donc, si jamais il y a un Jean, ça devient un nom ambigu. Ici, il faut le désambiguiser. Donc, il faut que je dise Jean 1, Jean 2. Et, en général, on précise le nom de famille pour éviter ça.
Mais vous voyez bien que le point d'intersection de A et B, ça c'est un nom propre. Okay, parce que dans le contexte, c'est clair que B, ça réfère à cette droite, A, ça réfère à cette droite, et qu'il n'y a qu'un point d'intersection de A et B. Hein. Pardon, j'aurais dû faire apparaître par plus, mais Frege, au départ, il s'intéresse à l'arithmétique, et c'est intéressant de voir en quoi sa théorie, ça s'applique aussi à l'arithmétique. Souvenez-vous, pour lui, l'égalité, c'est un signe d'identité. Donc on a deux signes d'identité ici. Arithmétique, 51 égale 51, 51 égale 7 au carré plus 2. Ça, ce sont deux vérités arithmétiques. D'accord ? Évidemment, vous avez une vérité arithmétique qui est un petit peu plus intéressante, non pas que ce soit à se damner, mais enfin, on apprend un petit peu plus quand on lit ça que quand on lit ça. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que on apprend plus quand on lit ça ? Frege dit simplement parce que le sens de cette expression complexe est distinct du sens de cette expression complexe. Alors quel est le sens arithmétique après ça c'est une autre affaire, mais c'est son point crucial. Alors j'espère que l'intuition devient un petit peu plus familière maintenant. On aimerait savoir un petit peu plus ce que c'est que le sens. Alors qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici ? On sait que le sens d'un nom, c'est pas la référence du nom. On sait que le sens d'un nom, c'est ce que Frege appelle le mode de présentation, la manière dont le nom présente son référent, qui correspond souvent à une description qui est associée au nom. D'accord ? Superman, c'est l'homme très fort qui sauve des innocents. On sait qu'il y a un certain nombre d'exemples qui nous permettent d'implémenter cette suggestion de Frege, de dire on a l'intersection des droites, comme je l'ai dit, l'étoile du soir, l'étoile du matin, on voit les descriptions qui sont associées à ces noms. L'étoile du soir, c'est un nom. Lui est associé la description, autrement dit le sens, la première étoile qui apparaît le soir. À l'étoile du matin correspond la description, c'est la dernière étoile qui disparaît le matin. Quand vous apprenez que ces deux choses sont les mêmes, vous apprenez quelque chose de substantiel qui n'est pas que au sujet du rapport arbitraire entre les signes et le langage. Alors, on pourrait maintenant, on veut savoir un petit peu mieux ce qu'est le sens. Et on pourrait se dire, le sens, c'est juste la manière, et j'en viens à votre question Mathéo tout à l'heure, quand vous parlez de connotation, c'est juste la manière dont l'objet m'apparaît subjectivement. Il y a plein d'objets autour de moi, puis j'associe un certain nombre de choses aux objets qui nous entourent. Donc si je vous dis Julie, ça ne vous fait rien du tout. Mais moi, je peux vous dire que quand je pense à Julie, j'ai des frissons partout. D'accord ? Donc on pense à la même personne, mais on a des choses associées dans les représentations, des colorations, des connotations, à tout un tas de choses qui sont différentes d'un individu à l'autre. Est-ce que le sens, ça pourrait être ça ? Non, dit Frege, surtout pas. Frege insiste pour distinguer le sens d'un nom des conceptions qui sont associées au nom. Le sens d'un nom, pour Frege, il est objectif. Pourquoi est-ce que Frege veut que le sens d'un nom soit objectif ? Parce que Frege, il a une conscience aiguë du fait que le langage, c'est un phénomène public, qu'on se comprend quand on parle. Si le sens d'un nom, il était identifié à des représentations purement subjectives qu'on a à chaque fois, on ne pourrait pas partager le sens d'un nom. On ne pourrait pas partager notre étonnement quand on apprend que l'étoile du soir est l'étoile du matin. Donc le sens, contrairement à la connotation, à la coloration, à ce que Frege appelle la conception qui est associée à un nom, ce n'est pas quelque chose de subjectif, ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui est partagé par tous les individus qui parlent le même langage. Et Frege distingue donc le sens de la conception, qui est l'image subjective, y compris affective, mais pas seulement, que chaque individu associe à un sens. Donc le sens d'un nom, c'est ni sa référence, ni les conceptions subjectives qui lui sont associées. Et Frege va faire une analogie utile, je saute cette citation pour aller à la suivante, qui vous permet de bien comprendre ça. La dénotation ou le référent d'un nom propre est l'objet même que nous désignons par ce nom, ça c'est clair. La représentation que nous y joignons est entièrement subjective. La conception qu'on associe à ça. Entre les deux, la dénotation et entre le nom et la référence, gît le sens qui n'est pas subjectif, comme l'est la représentation, mais qui n'est pas non plus l'objet lui-même. La comparaison suivante éclairera peut-être ces rapports. On peut observer la Lune au moyen d'un télescope. Je compare la Lune elle-même à la dénotation. Okay, ça, c'est la référence de notre représentation de la Lune.
c'est l'objet de l'observation dont dépendent l'image réelle produite dans la lunette par l'objectif et l'image rétinienne de l'observateur. Je compare la première image au sens et la seconde à la représentation ou intuition. L'image dans la lunette est partielle sans doute, elle dépend du point de vue de l'observation, mais elle est objective dans la mesure où elle est offerte à plusieurs observateurs. Donc ça c'est le sens pour Frege. C'est objectif, c'est une forme de copie objective de l'objet réel, mais vous pouvez être plusieurs à voir ça. En fait, ça apparaît plutôt là que là, mais dans le schéma que j'ai pris, c'est comme ça. Donc si on s'enchaîne devant le télescope, on va tous voir la même image de la Lune. Ça c'est l'idée de Frege. Okay, elle est là, cette image de la Lune, visible dans le télescope. Et c'est ça qui est publié quand vous voyez des photos de Hubble et de toutes les belles images de l'espace qu'on produit aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui est partagé, c'est objectif. Mais maintenant, Jean-Louis, quand il regarde dans le télescope ici, il se fait une certaine représentation de la Lune, qui peut dépendre du fait qu'il est daltonien, par exemple. Il va peut-être ne pas voir certaines couleurs. Peut-être que ça va lui rappeler ses souvenirs quand il était petit, qu'il regardait la Lune et qu'il pensait qu'il pouvait l'attraper. Il y a plein de choses subjectives associées à cette image de la Lune. Et ça, c'est la conception pour Frege. Hein, ce que vous appeliez dans votre question la connotation associée à un signe. Okay, la connotation, elle peut être partagée par un petit nombre de personnes. Si quand on était petit avec Jean, on jouait tous à courir, à essayer d'attraper la Lune, peut-être on partage la même connotation. Mais ça ne relève pas du sens objectif du terme Lune. Okay. Alors, quand vous êtes là, vous avez un petit peu progressé. Maintenant, vous savez que le sens, ce n'est pas la référence. Vous savez que le sens, ce n'est pas la conception. Vous savez que le sens, ce n'est pas le nom lui-même. Mais tout ça, c'est des affirmations négatives. Hein. Qu'est-ce que c'est que le sens? On voit son utilité, mais on aimerait bien savoir ce que c'est. Dernière proposition qu'il va falloir rejeter également, c'est de dire, Frege dit à un moment, le sens illumine un aspect unique de l'objet. Donc quand je regarde la craie ici, quand on regarde tous la craie ici, il y a différentes positions depuis lesquelles on voit la craie. Et moi, je la vois et je vois simplement certaines parties de la surface de la craie que vous ne voyez pas. Okay, j'ai des parties qui me sont visibles à moi qui ne sont pas visibles à vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le sens de ma perception ici, ce n'est pas du mon, mais ça correspond aux parties que moi je vois et que vous ne voyez pas? On voit tous la même chose, mais on ne voit pas tous les mêmes parties des choses. Okay. Frege dit non, là encore, il dit le sens d'un mot, il ne faut pas penser que c'est une propriété. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que le sens d'un mot, c'est une partie ou une propriété de la référence, de ce dont on parle. Donc, quand je dis Julie, moi je penserais à certaines parties de Julie, vous penseriez à d'autres parties de Julie, ça serait différent sens qu'on pourrait... Oh, plutôt, non, c'est pas... Là, c'est trop proche de la conception, ce que je suis en train de dire. Donc, quand on dit l'étoile du soir, ça référerait à certaines propriétés de Vénus. Quand on dit l'étoile du matin, ça référerait à d'autres propriétés de Vénus. Toutes ces propriétés sont les propriétés d'une même étoile. Donc, les différents sens d'un mot seraient les différentes propriétés ou parties de la référence de ce mot. Et Frege dit non, surtout pas. Il ne faut pas non plus soutenir ça, parce que le sens, c'est quelque chose qui représente. C'est une manière de représenter l'objet. C'est pas une partie, c'est pas une propriété représentée dans l'objet. Ça va être un point de discussion très important entre Frege et Russell, dont je ne vais pas tellement vous parler, mais il faut quand même que je mentionne ça maintenant que je vous ai parlé de la perception. Donc, si on reprend la craie maintenant, il y a une question qui est de savoir, regardez tous la craie, est-ce qu'on voit tous la même chose? On a envie de dire oui, on voit tous la craie, mais on la voit de différentes manières. Ça, en gros, c'est Frege. Okay, mais vous avez de l'autre côté Russell et Moore qui vont dire non, en fait, on ne voit pas du tout tous la même chose. On voit juste un truc qui se ressemble beaucoup. Parce que moi, je vois des parties que vous ne voyez pas. Et en plus, on ne voit pas exactement les mêmes reflets, parce que, bon, il n'y a pas de reflets là-dessus, malheureusement. On ne voit pas les mêmes reflets, parce que les reflets dépendent de la position. On ne voit pas exactement la même forme, parce que la forme dépend de la position. Si vous voyez la table ici, c'est un meilleur exemple, ou vous la voyez trapèze d'après Frege. Moi, je pense qu'on la voit tous rectangle, mais d'après les partisans des Sense Data, vous la voyez trapézoïdale comme ça.
Et moi, je la vois trapézoïdale comme ça. Donc, on ne voit pas exactement la même chose. Donc, ça, du côté de Russell, il n'y a pas de référence commune dans la perception. On voit tous des choses différentes, mais on se dit, bon, c'est à peu près pareil. Quoi. Bon, et qu'est-ce que c'est que la table? C'est l'ensemble de ces sense data. Donc, je ne veux pas rentrer trop en détail dans ces questions de philosophie de la perception, mais ça vous explique pourquoi Frege, ça vous peut-être vous fait permettre de saisir pourquoi Frege refuse de dire le sens, c'est juste un aspect de l'objet. Pour lui, Frege, c'est très important on parle du même objet, ok, et que le sens soit quelque chose qui soit au sujet de l'objet qu'on a tous sous les yeux et pas juste une partie de cet objet. Alors, tout ça, c'est des points négatifs. Oui, Lucas. Oui. C'est pour bien comprendre ce qu'on est en train de rejeter. Là, on rejette le fait que le sens soit une certaine propriété de l'objet qui est mieux exemplifiée par rapport au mode de présentation, ou alors le sens, c'est une propriété de l'objet qui est la propriété du sens. Je suis pas sûr de voir la distinction que vous faites. Le sens, c'est une propriété. On rejette la thèse selon laquelle le sens, c'est une propriété de l'objet parmi d'autres. Oui, exactement. Voilà. Et pas, par exemple, si moi je parle d'un objet et que le sens, il encapsule que ces aspects qui sont plutôt rouges, alors qu'il est aussi jaune de l'autre côté, ben, on ne va pas dire que le sens, c'est juste les propriétés rouges de l'objet. Exactement, vous avez parfaitement compris. C'est pour ça que Frege dit le sens, ça illumine des propriétés de l'objet. Donc le sens d'un mot peut mettre l'accent sur certaines propriétés. Si je désigne la chose dans le monde comme Superman, je mets l'accent sur ses propriétés, il est très fort. Si je la désigne comme Clark Kent, je mets l'accent sur les propriétés, il est journaliste. Mais le sens n'est pas identique à ces propriétés-là. C'est comme quelque chose qui vous dit faites attention à ces propriétés ou qui souligne ces propriétés. C'est ce qui souligne les propriétés, mais ce n'est pas identique à ces propriétés. Pas bien. Du coup, il a toujours du mal à voir la différence entre le sens et un autre ensemble de signes qui réfèrent parfois à la forme de Superman et son slip sur son pantalon, et parfois à Clark Kent et puis ses propriétés à lui, et puis c'est juste de nouveau une nouvelle description avec une référence. Oui, parce que vous avez raison. Enfin, vous avez raison. Frege dirait que vous avez tort, mais il y a ce grand doute général sur qu'est-ce que c'est que le sens. C'est quand d'une expression, d'un nom, et quand on cherche à dire ce que c'est que le sens d'un nom, on donne une description. Okay, vous vous dites, c'est un autre ensemble de signes, en fait, à l'arrivée. Donc, on a un premier nom, Vénus. On veut savoir quel est le sens de Vénus. Et puis, on dit, c'est l'étoile du soir. Ah, mais l'étoile du soir, c'est un autre nom. Quel est le sens de ce nom-là? Et puis, vous pouvez encore rajouter autre chose. Frege veut dire, c'est pas un nom, l'étoile du soir. C'est même pas une expression. Pour lui, c'est un mode de présentation de l'objet. Mais j'ai du mal à vous répondre mieux que ça parce que je sympathise avec votre doute. On a l'impression que quand on veut préciser le sens, on est comme la nature du sens, on est comme pris entre le monde et le langage. Soit on dit que le sens, c'est une partie de l'objet, ce qu'on vient de rejeter dans la discussion juste avant, soit on dit que le sens, c'est une forme d'autre expression linguistique qui est synonyme ou mais à ce moment-là, on est toujours dans le langage. Et Frege veut dire non, le sens, c'est entre le langage et le monde, c'est la manière dont le monde nous est donné. Alors, vous ne devez pas forcément être d'accord, évidemment, mais souvenez-vous juste que de l'analogie avec la perception, où il y a une grande question en philo de la perception, de savoir si pour comprendre notre rapport perceptif au monde, on peut juste fonctionner avec un schéma à deux termes. Il y a votre vision et il y a ce que vous voyez, et ça, vous pouvez tout décrire comme ça, ou si vous avez besoin d'un schéma à trois termes qui dit il y a votre vision, il y a ce que vous voyez, et il y a la manière dont vous le voyez. Okay, et Frege, il est clairement du côté de ceux qui pensent qu'il faut ajouter une manière de voir les choses. Il y a la manière dont les choses nous sont présentées qui est distincte des choses qui nous sont présentées et de notre présentation de ces choses. Bigre. Ok. Alors, on fait une petite synthèse. Un même sens, dit Frege, peut être exprimé par différents noms. Ça vous permet de comprendre des noms synonymes. Si vous avez Hesperus en latin, ça veut dire la même chose que l'étoile du soir en français. Donc, la synonymie de deux noms
dans des langues différentes, en général, mais pas forcément, ça vous permet, vous pouvez la comprendre en termes de sens. Un même référent peut avoir plusieurs sens qui lui correspondent. Ça, on l'a vu jusqu'à maintenant. Vous avez la même étoile dans le monde, Vénus, et il y a différentes manières de référer à cette étoile. Vous avez la même, la ligne, le point d'intersection des médianes. Vous avez différentes manières de référer à ce point d'intersection. Mais Frege ajoute, et ça on l'a pas vu, un même sens ne détermine qu'un référent. Donc vous ne pouvez pas avoir un sens qui attrape deux références. Donc son idée, c'est comme si le sens, c'était ce via quoi vous arrivez à l'objet. Mais une fois que vous avez attrapé le sens, vous attrapez forcément un seul objet. Vous ne pouvez pas avoir de sens ambigu entre deux objets. Le nom est propre, et le sens aussi est propre dans ce sens-là. Le sens d'un nom attrape ou n'illumine les propriétés que d'un seul objet. Dernière thèse de Frege, qui va avoir une grande importance quand on va passer à Russell. Tous les noms ont un sens. Le sens détermine le référent, ça c'est ce qu'on vient de voir là, mais les noms n'ont pas forcément de référent. Frege donne les exemples suivants, puis il en donne d'autres. La fontaine de Jouvence, c'est un nom. Ça a un sens. Qu'est-ce que c'est que la fontaine de Jouvence? C'est la fontaine dans laquelle on peut avoir de l'eau qui nous maintient jeunes toute notre vie. Mais malheureusement, ça n'a pas de référence. Pégase, de la même façon, c'est un nom, ça a un sens, le cheval ailé, mais ça n'a pas de référence. Le plus grand nombre entier, là vous retrouvez le goût de Frege pour l'arithmétique, le plus grand nombre entier, dit Frege, ça a un sens, mais ça n'a pas de référence. Parce que si vous en donnez un, il y en a toujours un autre ensuite qui est plus grand. Ça va Lisa. Mais il me semble que parfois il y a un sens qui réfère à différents. Ouais, vous pensez à quoi? Par exemple, quand je dis l'étoile, là, il y a Patricia, vous disiez c'est pas un nom, c'est ça? Ouais, je pense que ce sera ça la réponse de Frege. Ce sera dire si vous dites l'étoile, vous dites vous ça va référer à plusieurs étoiles. C'est ça? Donc il y aura différents sens. Mais Frege va dire si ça peut référer à plusieurs étoiles, c'est que c'est pas un nom propre. Donc on part de la situation dans laquelle vous avez un nom qui est propre, donc qui réfère à une seule chose. S'il réfère à quelque chose, parce que là on vient de voir qu'il y a des noms qui réfèrent à aucune chose. Mais si le nom réfère, il réfère à une seule chose. Okay, et là Frege dit, ce nom a toujours un sens, et ce sens, il ne détermine, c'est toujours, le sens n'attrape qu'une et une seule chose. Donc le sens de Superman, c'est l'homme le plus fort de la ville. Admettons. Hein. Alors là, Flavien va dire, ouais, mais c'est encore des mots. Mais non, Frege dit, c'est pas des mots, c'est juste un truc qu'on peut comprendre. L'homme le plus fort de la ville, ça attrape une seule chose, un seul individu. Mais par exemple, si on dit la personne la plus jeune et puis il y en a deux qui ont le même âge, on réfère à les deux personnes en même temps, même si c'est un nom. Si vous dites la personne la plus jeune et qu'il y a deux qui ont exactement le même âge, Frege va dire l'expression la personne la plus jeune n'est pas un nom propre à ce moment-là, parce qu'il y en a deux, ça attrape deux choses différentes, quoi. Si c'est un nom propre, elle a un sens. Mais moi, il y a quelque chose qui est, à mes yeux, difficile à comprendre, c'est l'oscillation entre les descriptions, et je pense que c'est la question de Flavien, les descriptions comme la personne la plus jeune. Tantôt, Frege dit ces descriptions, c'est des noms, c'est des signes linguistiques, tantôt il les met du côté des sens. Disons, c'est ce qui donne le sens de tel ou tel mot. Si vous prenez la description, la personne la plus jeune de cette salle, on peut demander quel est le sens de cette... Donc ça, c'est une description, donc c'est un nom pour Frege, c'est une suite de signes qui attrape une seule personne. On peut demander quel est le sens de cette description. Et là, on ne sait pas trop quoi dire. C'est quoi le sens d'une description? Est-ce que le sens, c'est juste à nouveau ce qui est déjà contenu dans la description, la personne la plus jeune de cette salle? On ne voit pas à ce moment-là on ne voit pas vraiment pourquoi le sens serait distinct du nom qu'on avait au départ. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Ces descriptions, alors ça vaut le coup d'insister un petit peu parce que vous allez voir que Russell, on va voir après la pause, Russell, lui, va dire il faut complètement séparer les vrais noms propres des descriptions. Okay. Chez Frege, il y a un grand mélange, les noms, parce qu'il appelle les noms propres, c'est vraiment très large. Toute concaténation d'expressions de signes qui n'attrape qu'un seul objet, c'est un nom propre. Okay. Donc Julie, c'est un nom propre.
Vous, pardon, c'est pas poli comme je fais ça, Lisa, mais vous, comme ça, c'est un nom propre. Euh, euh, Lisa, c'est un nom propre. La plus jeune personne de cette salle, c'est un nom propre. Euh, euh, et puis, vous pouvez faire des noms propres qui durent 3 pages, quoi. C'est pas le, c'est pas, hein. Donc, ça, il y a une ambiguïté là-dessus. Patricia. Est-ce que vous pourriez expliquer peut-être j'ai l'impression que même avec sans, si on accepte que il y ait le sens qui soit différent de référent, euh, c'est pas autant informatif le jugement d'identité qu'on a l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est toujours pas assez. Euh, ben, là, Frege va dire, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Je peux, il faut accepter la petite déception qui vient au début, qui te dit qu'un jugement d'identité nous dit que deux choses font qu'une, hein, si c'est ça la déception. Si ce qu'il nous faudrait pour comprendre qu'un jugement d'identité soit informatif, c'est d'apprendre que deux trucs, en fait, ils sont qu'un truc, ça, Frege dit, ce sera jamais le cas pour des raisons métaphysiques, que s'ils sont deux, ils sont pas un, et là, il y a pas de, on peut pas tricher là-dessus. Euh, donc il faut toujours qu'on parle d'une seule chose. On parle pas des manières on parle pas de la référence à ces choses, donc on doit parler d'autre chose. Et c'est pour ça qu'il introduit le sens. Alors quand on comprend pas le sens, ça semble un petit peu ad hoc. Euh, Quand on a plus les intuitions frégéennes, on trouve que c'est génial. Et ce débat-là, ce qu'on est en train de voir, ça a traversé toute la philo du langage jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des néo-frégéens, des néo-russelliens. Les néo-frégéens, ils aiment le sens. Les néo-russelliens, ils n'aiment pas le sens. Mais pour revenir à votre question, Patricia, peut-être ce qu'il n'y a pas chez Frege, c'est une manière d'expliquer totalement de manière transparente comment le sens nous donne l'intuition qu'on a appris quelque chose. Ça reste un petit peu comme programmatique malgré tout, même s'il nous dit beaucoup ce que le sens n'est pas, il nous donne des exemples, mais on aimerait mieux comprendre ce que c'est que ces modes de présentation, est-ce que c'est des descriptions ou pas. Mais et c'est pour ça que les néo-russeliens vont dire on se débarrasse du sens. Mais en tout cas, il faut pas penser que le jugement d'identité nous dit deux choses font qu'une. Ça serait au mieux un processus de fusion. Mais ça sera jamais le. Voilà, je pense pas que personne ait jamais soutenu ça, quoi. Si elles sont deux, elles sont pas qu'une, ça semble être trivial. Voilà, c'est ça. C'est- Les gars. Oui, vous avez dit dans le premier point, un même sens peut être exprimé par différents noms. Ouais. Mais alors, et donc après, si je comprends bien, l'étoile du soir et l'Hespérus, c'est deux noms différents qui ont un même sens. Exactement. Et si on dit l'étoile du soir est identique à Hespérus, vu qu'il n'y a qu'un seul sens, cet énoncé, il sera trivial. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qui rendait les énoncés non triviaux, c'était que, il y a deux mots différents, avec deux sens différents, et en réalité, ils ont la même référence. Ou alors, j'ai mal compris. Non, non, vous avez bien compris et c'est un très bon point. Là, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'une langue à l'autre. Donc là, ce que vous apprenez, Frege dirait, ce que vous apprenez dans ce cas-là, c'est ce qu'on apprend selon la seconde théorie de l'identité. Tout ce que vous apprenez, c'est qu'il y a un signe qui est arbitrairement lié à autre chose. Et donc vous êtes en train de faire vous apprenez le latin, vous dites, Hespérus, ça veut dire l'étoile du soir. Mais là, vous n'avez pas l'étonnement, je ne sais pas si c'en est un, mais juste, ah oui, on a accepté conventionnellement. Donc vous apprenez bien quelque chose, mais purement au sujet du lien arbitraire entre le signe et le langage. Hespérus est identique à l'étoile du soir, c'est tout ce que vous apprenez ici, passer d'une langue à l'autre. Mais il y a des cas où dans une même langue, vous comprenez tous les signes et malgré tout, il y a de la synonymie enfin, ça vous permet de comprendre la synonymie, c'est ça qui est important. Et souvenez-vous, quand on a parlé de la proposition, c'était la même chose. On a envie de dire qu'il y a des propositions qui sont synonymes et d'autres qui ne sont pas synonymes. Et ça dépend pas du fait qu'on soit vraiment en train de parler du monde ou pas. Vous pouvez avoir des noms qui réfèrent à rien du tout, qui sont synonymes. Vous ne pouvez pas juste dire les noms qui réfèrent à la même chose sont synonymes. Et même en l'absence de référent, vous pouvez avoir des noms qui sont synonymes. Je ne vais pas chercher un exemple parce que je vais m'y casser les dents, mais la synonymie, le fait d'avoir le même sens, dépend pas de la référence. Bien. Je vais juste finir sur le. Oh, non. J'espérais qu'on irait jusqu'à Russell. Écoutez, on prend une petite pause maintenant de 8 minutes. On reprend à 22.
T'en as commencé quand? Non, je sais pas. Non, mais je veux dire, j'ai fait une demi-heure avant le. Ouais, ça fait c'est quand tu as commencé? Ah, je sais pas, là, genre. J'ai envoyé les documents, il fallait envoyer le vendredi. C'est quand tu as commencé à analyser le texte. Ah, ah ouais. Bah, ok. Bon, bah, tant pis. Il a dit c'est bien, on a beaucoup plus intéressant à dire. Il a dit. Mais il ferme à midi. Et je sais pas quoi, quand il est le vendredi, c'est bon. Il va pendant une heure. C'est moi juste pendant une heure.
Voilà. Euh, Ah, le module. Cléasme. Oh, il est bien celui-là. Quelqu'un sait ce que c'est qu'un cléasme? Personne? Une ironie tournée vers soi-même destinée à provoquer une réaction de protestation chez l'interlocuteur. Oh, mais moi, je suis trop moche. C'est un cléasme. Voilà. Oui. C'est moi en fait. Dans le dictionnaire, c'est un vieux truc, mais non, non, je cherche dans le dictionnaire des mots. C'est important d'utiliser les richesses de la langue. Il y a plein de choses subtiles. Alors, je ne sais pas si le choix est toujours pertinent, mais voilà, je suis heureux aussi d'apprendre des noms et de les utiliser. Il y a un appauvrissement en particulier du vocabulaire évaluatif. Si vous lisez les critiques d'art, ils ont un vocabulaire évaluatif extrêmement riche, extrêmement fin. Mais si vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, le vocabulaire évaluatif se limite à super ou pas super, quoi. C'est un peu dommage qu'on perde les finesses dans la manière de dire que les choses sont bien ou pas bien. Alors, il y a des noms sans dénotation. Je laisse tomber les objections parce que je veux qu'on avance et je veux surtout qu'on vienne à cette deuxième énigme. Peut-être qu'il va éclairer enfin, encore un peu plus la notion de sens de Frege. Une énigme qui a trait, donc la première énigme, vous vous souvenez, c'est de comprendre pourquoi certains jugements d'identité sont informatifs ou pas. Réponse de Frege, on a besoin du sens. Il y a une seconde énigme maintenant qui a trait à l'attribution de croyance. Alors pour comprendre cette énigme, il faut faire un petit point sur ce qu'on appelle la substitution salva veritate ou des termes coréférentiels. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Ça veut dire qu'en général, j'ai bien mis en général, ouais, quand vous changez dans une phrase les noms qui ont la même référence, vous ne changez pas la valeur de vérité de la phrase. Si vous dites, qu'est-ce qu'on a comme nom? Supposons que le père de Julie soit le copain de Paul. Si je dis le père de Julie était au café hier matin, alors je peux substituer le père de Julie par le copain de Paul, et le copain de Paul était au café hier matin, ça sera toujours juste. D'accord? Alors j'ai un exemple, je me casse la tête pour rien. Si l'étoile du matin est une planète et que l'étoile du matin est identique à l'étoile du soir, alors l'étoile du soir est une planète. D'accord? Donc quand vous avez deux noms qui ont la même référence, vous pouvez les substituer, ça ne changera pas la valeur de vérité de la phrase. Autrement dit, si vous dites quelque chose de vrai au sujet d'un objet, peu importe le nom que vous utilisez pour dénoter cet objet. Est-ce que vous arrivez à penser à un type de contexte dans lequel vous ne pouvez plus substituer des termes co-référentiels, des noms qui ont la même référence, en maintenant la valeur de vérité de la phrase en question? Donc là, l'idée, c'est vous avez plein de noms pour référer à la même chose, vous pouvez les remplacer comme vous voulez, ça ne va pas changer. Ce que vous direz sera toujours vrai ou faux de la même manière. Il y a au moins un contexte dans lequel vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce que vous arrivez à penser auquel? Ouais. Le contexte des croyances. Exactement, le contexte de l'attribution de croyance. Ça, c'est vrai en général. Mais dans un certain contexte, qu'on appelle parfois un contexte opaque ou un contexte oblique, autrement dit, quand les noms apparaissent dans la portée de certaines attitudes propositionnelles, je laissez tomber les termes techniques si ils vous disent rien ici, ce qu'il faut, c'est juste comprendre le problème et la croyance suffit. Prenez juste l'exemple suivant. S'il est vrai que Julie croit que l'étoile du soir est une planète, il n'est pas forcément vrai que Julie croit que l'étoile du matin est une planète. D'accord? Donc notre premier énoncé, c'est Julie croit que l'étoile du soir est une planète. D'après la substitution des termes coréférentiels salva veritate, c'est changer la valeur de vérité, on devrait pouvoir remplacer dans cet énoncé l'étoile du soir par l'étoile du matin, mais ça ne va pas forcément marcher, parce que si ça se trouve, Julie ignore que l'étoile du matin est une planète. D'accord? Pour reprendre mon exemple précédent, on a, je ne sais pas si c'est le même exactement, mais Jean-Jacques, c'est le fils de Paul, et c'est le petit copain de Julie. Si Jean-Jacques est au café, alors le petit copain de Julie est au café. Ça, on est sûr que c'est le cas. Mais maintenant, je peux croire que Jean-Jacques est au café sans pour autant croire
que le petit copain de Julie est au café. Parce que je ne savais pas que Jean-Jacques était le petit copain de Julie. Et je peux vous dire que ça m'a fait un choc. Donc, vous pouvez croire quelque chose sans pour autant croire à toutes les substitutions des noms coréférentiels dans le contenu de votre croyance. Est-ce que vous avez bien compris le phénomène ici, hein? Vous prenez juste, pareil, tous les exemples qu'on a pris, Romain Gary et Milaja, tous les noms qui réfèrent à la même chose, vous pouvez les remplacer les uns les autres tant que vous n'êtes pas dans le contenu d'une croyance, mais dès que vous êtes dans le contenu d'une croyance, ça ne marche plus. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Ça peut marcher si vous connaissez l'identité, mais vous pouvez ignorer l'identité. Ça fonctionne aussi avec les intentions. Oui. Donc ces contextes opaques, il n'y a pas que les croyances, il y a les intentions, il y a les jugements, il y a certains types d'expériences ou d'émotions, enfin il y a beaucoup d'états mentaux qui génèrent ça. Et pas seulement des états mentaux, certains disent que les opérateurs modaux ont introduit aussi un contexte opaque, il est nécessaire que, il est possible que, ça peut ne pas marcher dans certains cas. Ok, donc ça c'est le problème de Frege. On parle juste des croyances ici, c'est un problème plus général en réalité, mais là on parle juste des croyances. Comment est-ce qu'on comprend ça? Comment expliquer que la substitution des termes coréférentiels affecte parfois, mais pas toujours, la vérité des phrases? La solution de Frege, vous vous en doutez, a fait appel au sens. Et voici ce que dit Frege: lorsque les noms apparaissent lorsque les noms apparaissent après une expression qui attribue une attitude propositionnelle, autrement dit après quoique, les noms ne réfèrent plus à leur référent, mais à leur sens. Okay. Donc, quand vous avez Julie croit que Vénus est l'étoile du soir, Vénus et étoile du soir, ce sont des noms qui ne réfèrent plus à quelque chose d'externe, mais simplement à leur sens. C'est une belle théorie une fois que vous la saisissez. Hein. Dès lors, dans Julie croit que l'étoile du soir est une planète, et Julie croit que l'étoile du matin est une planète, étoile du matin et étoile du soir n'ont pas le même référent. L'étoile du matin, ça réfère au sens de l'étoile du matin, et l'étoile du soir, ça réfère au sens de l'étoile du soir. Et ça permet à Frege de dire on peut toujours substituer les noms qui ont le même référent. Okay. Donc sa solution au problème à Frege, c'est de dire moi je pense qu'on peut toujours substituer les noms qui ont le même référent. Et les cas où vous avez l'impression qu'on ne peut pas substituer les noms qui ont le même référent, ce sont en réalité pas des cas où les noms ont le même référent. Parce que quand vous êtes sous la portée de ce qu'on appelle un opérateur de croyance, Julie croit que, vous savez pourquoi c'est un opérateur, parce que ça prend une phrase pour faire une phrase, donc Julie croit que c'est un opérateur. Quand vous avez un nom qui apparaît dans la portée d'un opérateur, le nom, il parle plus du monde, de son référent, il parle de son sens. Ça, c'est la solution de Frege. Donc, Frege maintient qu'on peut toujours substituer les noms qui ont les mêmes référents, sans affecter la valeur de vérité de la phrase. Ici aussi, vous pouvez le faire, dans le contexte d'une croyance, simplement, ces deux noms-là, ils n'ont pas le même référent. Par contre, si vous avez deux noms qui ont le même sens, vous pouvez substituer, et ça marche très bien. Le coût de cette petite théorie-là, je vais plus vite sur cette seconde énigme de Frege, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre et qui continue à être une thèse défendue par certains aujourd'hui, c'est que désormais vous avez un même nom, l'étoile du soir, qui selon le contexte va changer de référent. L'étoile du soir, si c'est en dehors de la portée d'une croyance, ça réfère à un objet physique, un astre, tandis que si l'étoile du soir apparaît sous la portée d'un opérateur de croyance, ça réfère à un sens, okay, une entité dans le troisième monde, troisième règne de Frege. Ok, alors ça c'était en deux mots la solution de Frege à l'énigme des attributions de croyance. Apparemment, on ne peut pas substituer des termes qui ont la même référence en étant sûr de ne pas changer la valeur de vérité de la phrase, et Frege si. D'ici, on peut, parce qu'il faut comprendre que quand un mot apparaît après « je crois que », il ne réfère plus à ce qu'était son référent avant, mais dorénavant, il réfère à son sens. Alors, dernière chose qu'on doit voir au sujet de Frege, c'est que jusqu'à maintenant, on s'est intéressé aux noms. Pour Frege, les noms
vous l'avez compris maintenant, ont une référence et en plus de la référence ont un sens, mais on peut se demander qu'est-ce qu'il en est des phrases et qu'est-ce qu'il en est des prédicats. Eh bien, Frege, il va étendre cette théorie aux phrases comme aux prédicats. Il va dire que les prédicats ont un sens et qu'ils ont une référence. Qu'est-ce que c'est que le sens d'un prédicat? Alors ça, en fait, c'est pas littéralement ce que dit Frege, mais c'est la théorie frégéenne telle qu'elle a été digérée depuis. Le sens d'un prédicat pour Frege, c'est un concept, c'est quelque chose d'objectif dans le troisième monde, et ce concept, il réfère, il est attaché à quelque chose dans le monde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'extension du prédicat. Le concept, on parle parfois d'intention avec un S du prédicat. Donc prenez le prédicat est rouge. Ce prédicat, il exprime un concept, ça c'est son sens. Okay, et à quoi est-ce qu'il réfère? Il réfère à l'ensemble des choses qui sont rouges. L'ensemble des choses qui, comme on le dit parfois, tombent sous le prédicat. L'ensemble des choses auxquelles le prédicat s'applique. Ça c'est pour les prédicats. Donc les prédicats, ils réfèrent à l'ensemble des choses qui satisfont les prédicats, ils expriment un concept et ils réfèrent à l'ensemble des choses qui satisfont ce concept. Okay, vous voyez la différence? Donc le concept d'être rouge, c'est quelque chose qui flotte dans le ciel platonicien. C'est objectif. Si on comprend le prédicat, l'expression linguistique prédicative est rouge, on attrape tous le même concept. Et à quoi réfère ce prédicat, d'après Frege? Il réfère à l'ensemble des choses qui sont rouges sur Terre. Ça peut être des coccinelles, des cabines de téléphone anglaises, etc. Ouais. Frege, il va dire quoi par rapport à des prédicats comme le bien ou le mal par rapport à un mot? Parce que je sais qu'après il dira. Oui, vous me posez une colle, mais je pense pas que Frege. À ma connaissance, si. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas s'il en a parlé. Ce qui est sûr, c'est que après Frege, chez en particulier les positivistes du cercle de Vienne, on va essayer de dire que ça, c'est des expressions qui n'ont pas d'extension. Mais c'est pas encore du tout le programme de Frege ici. Hein. Frege, il part au départ de la philosophie de l'arithmétique, il vient ensuite à la philosophie du langage, et il n'a pas ce programme vérificationniste que vont avoir ensuite donc vous vous souvenez, le vérificationniste, c'est l'idée qu'une expression linguistique n'a de sens, une phrase linguistique n'a de sens que si vous pouvez faire l'expérience de ce qui la rend vraie. Okay, c'est une contrainte épistémologique sur la vérité. Frege est assez en dehors de ça. En fait, il est clairement en dehors de ça parce que vous voyez qu'il est platonicien. Il y a des propositions, il y a des concepts dans un troisième monde que Carnap et tous les empiristes logiques vont vouloir à tout prix tondre. Dernière chose au sujet de Frege, donc on a étendu la théorie aux prédicats maintenant, donc la distinction les noms ont un sens et une référence, les prédicats ont un sens, un concept et une référence, l'extension des prédicats. Frege va dire les phrases ont un sens et aussi une référence. Est-ce que vous arrivez à imaginer ce que pourrait être le sens d'une phrase pour commencer? Oui, Flavien? Ouais, une proposition. Hein, une proposition. Souvenez-vous que le sens, c'est du côté du langage. Donc ça doit représenter un état de choses, ça ne représente pas. Hein, c'est du côté du monde. Alors oui, on a discuté de savoir proposition, état de choses, c'est souvent très proche. Mais là, il faut que ce soit une proposition, ce que Frege va appeler une pensée. Donc le sens d'une phrase, c'est une pensée. Et quand on comprend la même phrase, on a tous la même pensée qui est associée à cette phrase. On parle aussi de proposition, une autre... Voilà. Certains disent les propositions sont les contenus des pensées. Mais laissons ça de côté. La question plus intéressante maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que pourrait être la référence d'une phrase. À quoi réfère une phrase? Donc si je dis Julie sourit, à quoi ça réfère? Alors vous pourriez dire état de choses, d'après ce que Flavien vient de proposer, mais non, c'est pas ça. Vous ne voyez pas. Alors, non, c'est normal que vous ne voyez pas, parce que ce que dit Frege est très bizarre ici, aux yeux de beaucoup en tout cas. Il va dire que la phrase, elle réfère à sa valeur de vérité, au vrai ou au faux. Okay. Donc, si je dis Julie sourit, ce à quoi réfère Julie sourit, si c'est vrai que Julie sourit, ça réfère au vrai. Okay.
Alors, c'est très bizarre. Et en réalité, ce que dit Frege au sujet des concepts est très bizarre. Ce qu'on retient plutôt après lui, c'est que les concepts ne réfèrent pas et que les phrases ne réfèrent pas non plus. Mais lui, il a cette idée au départ, un peu emportée par son élan. J'ai découvert la distinction entre le sens et référence pour les noms. Je vais généraliser cette distinction aux concepts et aux phrases en essayant de trouver des référents aux phrases. Alors, il faut le savoir parce que vous rencontrez ça de temps en temps, mais son schéma général, c'est le suivant. Pour chacune de ces trois catégories d'expressions, les noms, les prédicats et les phrases, vous avez l'expression linguistique elle-même, vous avez son sens. Les sens des noms, ça correspond à des descriptions. Les sens des prédicats, c'est les concepts, et les sens des phrases, c'est des pensées ou des propositions. La référence des noms, c'est des individus, des objets dans le monde. La référence des prédicats, c'est l'extension des prédicats, l'ensemble des individus qui satisfont les concepts. Et la référence des phrases, dit Frege, c'est la valeur de vérité de la phrase. Okay. Ça, c'est sa théorie officielle ou presque, avec un petit bémol pour la notion de prédicat. Alors, je passe vite là-dessus. Encore une fois, cette idée que la phrase réfère à une valeur de vérité, c'est pas ce qu'on a beaucoup retenu de Frege. On a plutôt l'impression que c'est une proposition très étrange. En revanche, cette idée-là, d'une distinction entre le sens et la référence des noms, ça va être très important. Bien. Alors, il me reste 20 minutes pour commencer à vous parler de Russell, ce qui est bien parce que ça sera, j'espère, un petit peu plus léger. Donc Frege, ça c'est dur hein, de comprendre exactement qu'est-ce qu'il a en tête quand il parle de sens, pourquoi il introduit ça. Les paradoxes sont, d'un côté on les comprend, de l'autre côté il y a des choses qui ne sont pas faciles à saisir. Et juste pour conclure là-dessus, sachez que cette idée de sens en linguistique, ça continue à être extrêmement débattu. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des néo-frégéens qui continuent à défendre cette idée de sens et qui se heurtent constamment à l'opposition de ceux qui disent non, moi je crois qu'on peut faire sens et mode de présentation de l'objet. On n'a jamais exactement compris ce que c'était que les modes de présentation de l'objet. Le problème, c'est que on a du mal à faire sans. Hein. C'est un peu l'argument des néo-frégéens de dire ouais, c'est vrai que c'est dur de comprendre ce que c'est, mais c'est dur d'expliquer tout un tas de phénomènes linguistiques sans faire appel à ça. Donc, ce texte, sens et référence de Frege, c'est considéré comme un des textes fondateurs de la philosophie dite analytique, qui commence au début du XXe siècle. Un des autres articles fondateurs, c'est cet article de Bertrand Russell, paru en 1905 dans Mind, qui s'appelle On Denoting. Le point de départ de Russell est assez proche de celui de Frege. Il s'intéresse à ce qu'il appelle les phrases dénotantes. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase dénotante? C'est en gros ce que Frege appelait un nom propre. Il donne une suite de phrases dénotantes données par Russell. Un homme, quelque homme, tout homme, tous les hommes, l'actuelle reine d'Angleterre, l'actuel roi de France, le centre de gravité du système solaire, la rotation de la Terre autour du Soleil, la rotation du Soleil autour de la Terre, etc. Tout ça, ce sont des phrases dénotantes, dit Russell. Frege les considérait toutes comme des noms et disait parmi ces noms, certains sont des noms propres. Il y a une bonne raison de les considérer comme des noms, c'est que vous pouvez toujours les brancher dans votre machine à faire des phrases. Vous vous souvenez que la machine à faire des phrases à partir de noms, ça s'appelle un prédicat. Donc toutes ces expressions-là, vous prenez n'importe quel prédicat, vous pouvez les brancher dedans, ça fera une phrase. Prenez le prédicat danse, un homme danse, quelque homme danse, tout homme danse, tous les hommes dansent, l'actuelle reine d'Angleterre danse, l'actuel roi de France danse. Tout ça, ça marche, d'accord? Donc c'est des expressions nominales qui font des phrases, qui complètent des prédicats pour faire des phrases. La grande thèse de Russell, négative, c'est que ces phrases-là, en réalité, ce ne sont pas des noms. Ça a l'air d'être des noms, mais la vérité à leur sujet, c'est que ce ne sont pas des noms. C'est vrai qu'on peut faire des phrases à partir d'elles et d'un prédicat, mais ce ne sont pas des noms. Et l'erreur de Frege, dit Russell, c'est d'avoir pris trop au sérieux l'idée que ces expressions-là étaient des noms. Pourquoi est-ce que Russell veut dire ça? Est-ce que c'est juste pour faire dire quelque chose d'inattendu? Est-ce que c'est juste parce qu'il a une thèse grammaticale? Non. Russell, fondamentalement, c'est un métaphysicien.
il s'intéresse au langage parce qu'il n'aimerait pas qu'à cause de notre théorie du langage, on soit en gros obligé de postuler des licornes. Et c'est pour ça qu'il va dire ça. Le problème, comme vous l'avez vu ici, c'est que vous avez un certain nombre de ces expressions dénotantes, l'actuel de Zelle, l'actuelle reine d'Angleterre, ben ça, c'est plus une expression dénotante, ok, depuis quelques mois. L'actuel roi de France, c'est plus non plus une expression qui dénote quelque chose, depuis plusieurs années. Donc, vous avez un certain nombre de noms qui sont des noms vides. Vous vous souvenez que Frege disait, il peut y avoir des noms qui n'ont pas de référence. Ils ont encore un sens, mais ils n'ont pas de référence. Russell va dire, si on accepte des noms sans référence, on ne va pas pouvoir éviter de dire qu'il y a vraiment des licornes, qu'il y a vraiment une reine d'Angleterre aujourd'hui ou qu'il y a vraiment un roi de France aujourd'hui. Ça, c'est son idée générale. Donc son problème, c'est comment comprendre les phrases dénotantes, en particulier celles qui semblent n'avoir pas d'objet. Russell raisonne de la manière suivante. Si les phrases dénotantes sont des noms, alors on doit admettre, soit avec Frege, qu'il y a des noms qui ne nomment pas, quoi qu'ils aient un sens. Okay, prenez un nom comme Julie la licorne. Okay, ce nom-là, qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Soit on dit avec Frege, ah oui, ça a un sens, mais ça n'a pas de référence, parce qu'il n'y a pas de licorne qui correspond à Julie. Soit vous dites, avec Meinong, que certains d'entre vous ont étudié dans le cours à son sujet, qu'il y a des noms qui nomment des objets qui n'existent pas. Okay, donc Meinong, il est célèbre pour... c'était un élève de Husserl, école de Brentano. Il est célèbre pour avoir eu une ontologie luxuriante où, pour Meinong, il y a des cercles carrés, il y a des montagnes d'or, etc. Et quand je dis la montagne d'or, je réfère à cette montagne d'or. Alors, il ne dit pas que la montagne d'or, il ne dit pas qu'il y a une montagne d'or dans le Jura ou dans les Alpes ici. Il dit juste, il existe des objets qui sont des montagnes d'or et qui habitent un monde parallèle au nôtre, si vous voulez. Le jargon de Meinong est un peu compliqué. Il dit ces objets subsistent mais n'existent pas. Mais ben, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc il accorde une valeur métaphysique ou ontologique à ce qui n'existe pas. Alors Russell dit, moi je suis d'accord avec aucune de ces thèses. Je suis pas d'accord avec Frege pour dire qu'il y a des noms qui nomment pas. Parce que ça me paraît être un paradoxe. Si on dit non, c'est que ça nomme quelque chose. On ne comprend pas ce que c'est qu'un nom qui ne nomme rien. Okay, mais si d'un autre côté on dit qu'il y a des noms qui nomment des trucs qui n'existent pas, là, moi, c'est trop dur à avaler pour moi de me faire croire qu'il y a des licornes et des montagnes d'or. Okay. Donc, que va être la solution de Russell? De dire, eh ben, c'est pas compliqué, en tout cas sur le papier, mais il va montrer comment ça marche. Ces phrases dénotantes, comme la montagne d'or, Julie la licorne, c'est pas des noms, ce sont ce que Russell va appeler des descriptions déguisées. Leur fonction, c'est pas de nommer, mais c'est de décrire. Seuls les noms propres dénotent. Il y a que le. Donc il y a deux. Vous voyez que le. C'est pour ça que c'est important d'avoir notre grammaire catégorielle en tête. Vous avez un sens large de nom qui est n'importe quelle expression qui peut compléter un prédicat pour faire une phrase. Okay. Dans cette grande catégorie de n'importe quelle expression qui peut compléter un prédicat pour faire une phrase, vous avez des noms propres comme Emmanuel Macron, et puis vous avez ce que Russell appelle des phrases dénotantes, comme le plus grand nombre entier. Okay, tout ça, c'est des phrases nominales. D'accord, vous pouvez les brancher dans n'importe quel prédicat pour faire une phrase. Jusqu'à maintenant, on les a mis ensemble. Frege les met ensemble, en disant tout ça, c'est des noms, parce qu'il définit un nom de manière purement syntactique. Mais Russell va dire, non, quand on regarde de plus près, seul Emmanuel Macron est un nom propre, un vrai nom. Le plus grand nombre entier, c'est pas un nom. Ça a l'air d'être un nom, mais c'est pas un nom. C'est en réalité une description. Alors, ça c'est le programme dans ses grandes lignes. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est exactement pourquoi Russell dit ça et comment Russell va nous convaincre que ce qui semble être un nom est en réalité une description et qu'est-ce qu'il entend par une description. Petit détour par Meinong. D'après Russell, parce que beaucoup ont considéré que Russell avait un peu caricaturé Meinong. Pour Meinong, chaque phrase dénotante dénote un objet.
Ok, donc si vous dites l'actuelle reine d'Angleterre, ah, bah ça c'est la vieille version du cours, qui n'est même pas corrigée en plus. Bah, à l'époque, il y a 3 ans, quand j'ai donné l'ancienne version, bah, ça dénotait l'actuelle reine d'Angleterre. Maintenant, ça dénote plus. Mais pour Meinong, ces deux expressions dénotent. L'actuel roi de France dénote un objet qui ne subsiste pas. L'actuelle reine d'Angleterre, pour Meinong, dénote un objet, Meinong dit, qui ne subsiste pas. Parce qu'il distingue l'existence partielle de l'existence, enfin pas partielle, mais l'existence éthérée de l'actuel roi de France avec la vraie existence de l'actuel président de France. Peu importe les détails de la théorie de Meinong, Meinong pense que tous les noms, toutes les expressions nominales, que Russell appelle des phrases dénotantes, dénotent quelque chose, nomment quelque chose, réfèrent à quelque chose. Le carré rond, pour Meinong, ça réfère à quelque chose. À quoi? À un objet impossible. Chez Meinong, il y a des objets impossibles. D'accord? Ils sont impossibles, c'est pas le problème, mais ils existent quand même, d'après Meinong. Ils subsistent. Qu'est-ce que Meinong objecte à Russell? Qu'est-ce que Russell objecte à Meinong? L'objection la plus superficielle, mais qu'on a retenue, c'est que l'admission d'objets qui n'existent pas lui paraît être complètement impossible à avaler. Je passe ça, pardon, parce que c'est pas une très bonne objection, la deuxième. Mais voici une citation, un passage célèbre de la critique que Russell fait de Meinong. There is only one world, the real world. Il n'y a qu'un seul monde, le vrai monde. Shakespeare's imagination is part of it, and the thoughts he had in writing Hamlet are real. L'imagination de Shakespeare est une partie de ce monde réel, ainsi que les pensées qu'il a eues lorsqu'il a écrit Hamlet. So are the thoughts that we have in reading the play. Et c'est la même chose pour les pensées qu'on a quand on lit la pièce. But it is of the very essence of fiction that only the thoughts, feelings, and so on in Shakespeare's and its readers are real, and that there is not, in addition to them, an objective Hamlet. Mais il est dans l'essence même d'une fiction que seules les pensées et sentiments que nous avons lorsque nous lisons cette fiction sont réels, mais que Hamlet n'est pas quelque chose de réel, d'objectif en plus de ses pensées. If no one thought about Hamlet, there would be nothing left of him. If no one had thought of Napoleon, he would have soon seen to it that someone did. C'est l'ironie de Russell. Donc si personne n'avait pensé à Hamlet, si personne ne pense à Hamlet, il reste rien de lui. Mais si personne ne pensait à Napoléon, Napoléon se chargerait vite de nous rappeler à sa mémoire. The sense of reality, ça c'est le passage célèbre, is vital in logic, and whoever juggles with it by pretending that Hamlet has another kind of reality is doing a disservice to thought. Donc, le sens de la réalité est crucial pour nous en logique, et celui qui joue avec lui en prétendant qu'Hamlet a une autre forme de réalité, et là c'est Meinong, rend un mauvais service à la réflexion. A robust sense of reality is very necessary in framing a correct analysis of propositions about unicorns, golden mountains, round squares, and other such pseudo-objects. Un sens robuste de la réalité est nécessaire si on veut comprendre des expressions qui portent sur des licornes, des montagnes d'or, des cercles carrés et d'autres pseudo-objets. Donc la réponse, ça c'est un passage très célèbre, c'est pour ça que je vous l'ai lu en entier. Robust sense of reality dit à Meinong, à force de penser que tout est réel, tu as perdu ton sens réel, ton bon sens de la réalité. Ce qui est réel, c'est cette table. Okay, ce qui est réel, c'est Jean. La licorne, non, c'est pas réel. Si tu dis que tout ça c'est réel, tu perds pied complètement. Alors, on a vu que la position de Meinong n'était pas forcément aussi absurde que ça, mais là, ça vous aide à situer les différentes propositions qu'on a sur la table maintenant. Prenez un nom comme Aragorn. Ça a tout l'air d'un nom propre, Aragorn. D'accord? À quoi réfère ce nom propre? Pour certains, comme Meinong, il réfère à un objet fictionnel. Il y a vraiment un Aragorn. Il n'est pas dans notre monde, vous n'allez pas le croiser en sortant, je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous déçoit, mais non, vous ne pourrez pas le voir, mais il existe quand même, il a une subsistance, d'accord? Il est là et c'est de lui qu'on parle quand on prononce le nom Aragorn. Frege lui dit, non, Aragorn, c'est bien un nom, il a bien un sens. La description associée à Aragorn, que vous connaissez si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, mais il n'a pas de référence. Donc c'est un nom sans référence.
Russell arrive là-dedans, il dit non, ça c'est complètement absurde de penser qu'Aragorn existe. Et ça c'est presque aussi absurde de dire qu'il y a un nom qui nomme rien. Nommer rien, c'est pas nommer. Okay, si c'est un nom, ça nomme quelque chose. Donc je veux aucune de ces théories. Que dit Russell? Russell va dire, Aragorn c'est simplement pas un nom. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça va être la description, et je vais vous donner un avant-goût de la proposition de Russell. C'est mal dit ce que j'ai mis là. Alors, on va partir de la phrase suivante. Le macaron du dessus est vert. Une phrase vraie dans le contexte. Comment est-ce que vous analysez cette phrase, maintenant que vous avez fait de la grammaire catégorielle? Si vous devez découper cette phrase, quels sont les morceaux de phrase que vous découpez et quelle est la fonction que vous leur assignez? La catégorie grammaticale que vous leur assignez? Ouais. Moi, je dirais que voilà, le macaron, c'est bon. Uh-huh. C'est prédicat. Ouais. C'est vert. Donc, on a une phrase, si je peux prendre la phrase en entier, Uh-huh. qui probablement propose quelque chose, une proposition. Ouais, très bien. Vous avez pris que le macaron comme nom, mais en réalité, le nom, l'expression nominale, la phrase nominale, comme on dit parfois, ou comme disent les linguistes, c'est la totalité, le macaron du dessus. Hein. Et ça, c'est bien l'analyse que fait Frege. Frege va dire, on a cette phrase-là, c'est pas compliqué, on a un prédicat, ça prend un nom pour faire une phrase, et puis on a un nom ici, un nom un peu complexe, mais c'est un nom. Le macaron du dessus, on voit bien, ça attrape ce truc-là en plus. Ça a non seulement la forme d'un nom, parce que ça fait une phrase à partir d'un prédicat, et en plus, ici, ça réfère à quelque chose. Donc, vous n'allez pas nous enquiquiner à dire c'est pas comme un nom propre, c'est complexe. Non, c'est évident que ça réfère à quelque chose. Ça, c'est le contexte dans lequel arrive Russell. D'accord? Quand vous voyez ça, c'est juste pour vous faire sentir la capacité d'innovation de Russell. Quand vous voyez ça, vous dites quoi d'autre? Quelle est l'autre option pour analyser ça? Enfin, ça semble tomber sous le sens. D'accord? Vous avez une expression nominale qui parle de quelque chose qui existe. Au nom de quoi vous allez dire que ça, c'est pas un nom? Ok. Alors voilà la proposition de Russell avec sa pipe. Proposition négative, non, le macaron du dessus, c'est bien un macaron, mais l'expression linguistique, le macaron du dessus, c'est pas un nom. Qu'est-ce que c'est la proposition positive? Ah, truc compliqué. Il va dire l'analyse de cette phrase, c'est la suivante. Il y a un objet qui est le macaron du dessus et qui est vert. Bizarre. Il y a un objet qui est le... En fait, une fois que vous lisez ça, vous vous dites « Ah, mais ça, c'est ce que nous apprend le fameux professeur Chevary-Cossette qui nous donne les cours de logique des prédicats. » C'est à chaque fois comme ça que vous traduisez en logique des prédicats une phrase comme « Le macaron du dessus est vert ». Il existe au moins un X, tel que ce X est un macaron et qu'il est vert, et qu'il est au-dessus. Ouais. Excusez-moi, du coup, ça, c'est la théorie quantificationnelle de l'existence? Oui, ça va être lié à ça. Mais là, on parle. C'est pas une théorie de l'existence ici. On va utiliser la notion d'existence, mais on est juste en train. C'est très lié à ça. Et je vais revenir un petit peu après là-dessus. Mais là, on est juste en train de se demander est-ce que ça, c'est un nom? Frege dit oui. Russell dit non. Il y a une structure qu'on va appeler une structure cachée, une structure profonde de ça. Ça a l'air d'être un nom, mais en réalité, c'est ce que Russell va appeler une description déguisée. Tout ce qu'on dit, c'est que il y a un objet, que cet objet c'est le macaron du dessus et que cet objet est vert. Ça, c'est la vraie structure de la phrase, dit Russell. Okay. Et donc là, je ne vous ai pas mis les fonctions, mais vous voyez que du coup, non, pas du coup, par conséquent, Russell introduit un nouveau prédicat qu'on n'avait pas vu au départ. Quand on a mis avec Frege le macaron du dessus, tout ça dans un nom, on n'a pas vu qu'il y avait un autre prédicat, mais Russell dit, ah si, il y a un autre prédicat. Quelque chose qui fait une phrase à partir d'un nom, c'est « et le macaron du dessus ». Okay. Et puis on a cet objet, cette expression bizarre linguistique qui dit « il y a un objet qui ». Cette expression, comment on appelle ça? Il y a un objet qui. Comment est-ce qu'on appelle ce genre d'expression-là? Oui. Une quantification existentielle. Ouais, un quantificateur. Hein. Là, c'est un quantificateur existentiel ici. Quelqu'un, il y a un objet qui. Ce type de... Vous vous souvenez quand, à la fin de la... Je ne sais pas si j'avais votre attention à ce moment-là, mais quand on a vu la partie syntaxique, grammaire catégorielle, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut catégoriser à l'aide de cette grammaire catégorielle ces quantificateurs? Notre problème, c'est on a l'impression que ce n'est pas des noms, il y a un objet qui.
vous ne pouvez pas utiliser ça comme un nom. Vous pouvez pas. Vous pouvez dire, hé Julie, viens. Vous pouvez dire, hé, il y a un objet qui, viens. Non, ça ne marche pas. En un sens, c'est pas du tout un nom. Mais en un autre sens, ça fonctionne exactement comme un nom. Vous pouvez mettre n'importe quel prédicat après. Souris, danse et rouge. Il y a un objet qui est rouge, il y a un objet qui sourit. Donc ça complète le même type d'expression linguistique. D'accord ? Ça fonctionne comme un nom et ça ne fonctionne pas comme un nom. Qu'est-ce que c'est ? C'est un quantificateur. Comment est-ce qu'on définit sa catégorie grammaticale? On a vu qu'il y avait une proposition que j'ai reprise ici, qui est de dire c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un prédicat. Tous les noms font une phrase à partir d'un prédicat, mais simplement les noms en général, on a une catégorie exprès pour eux, donc ils sont primitifs dans une grammaire catégorielle. Mais là, on veut dire c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un prédicat et qui n'est pas un nom. Okay, donc on dit, c'est pas très informatif de dire ça, hein, mais ça nous permet de situer la proposition. Alors, ces fameux quantificateurs, qui sont pas... il faut éviter une erreur au sujet des quantificateurs, c'est de penser que, comme on les apprend en général quand on fait de la logique des prédicats, c'est une invention logique. Mais non, vous en avez plein le langage ordinaire des quantificateurs. Hein? Tous, aucun certain. Tout ce que font Frege et Russell avec la nouvelle logique, c'est de formuler ces quantificateurs. Alors, est-ce qu'on arrive à un peu mieux comprendre ces quantificateurs sans faire de la logique? Comparez les deux phrases suivantes. Julie est jolie, quelqu'un est joli. Ces deux phrases, en apparence, elles ont la même forme, sujet, prédicat. Okay. Pourtant, intuitivement, quelqu'un n'est pas un nom. Alors, je me répète, on ne peut pas utiliser quelqu'un pour dire « Hé, quelqu'un, regarde-moi. Voici quelqu'un, le meilleur écrivain de Châtelois. J'ai l'honneur de nommer quelqu'un ici présent, président d'honneur de l'Amicale des Boulistes. » Ça ne marche pas. Hein. Par contre, vous pouvez toujours mettre un nom à la place. Donc quelqu'un, ce n'est pas vraiment un nom qui désigne quelque chose. Bien que quelqu'un fonctionne comme un nom, fasse une phrase à partir d'un prédicat, quelqu'un n'est pas un nom. Je laisse tomber la dernière chose. Alors, ça veut dire que ces deux phrases-là, pardonnez-moi, ces deux phrases-là, elles n'ont pas, en dépit des apparences, la même structure. Quand vous allez en logique des prédicats symboliser la première phrase, formaliser la première phrase, comment vous allez faire ça? C'est vous qui allez me dire ça. Vous faites de la logique des prédicats, certains d'entre vous, maintenant. Ouais. Alors, comment vous devez traduire ça? Vous regrettez d'avoir opiné maintenant, hein? Comment est-ce que vous formalisez Julie et jolie en logique des prédicats? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on formalise quelqu'un est joli? Ouais. Ouais. Il existe X tel que X est joli. Ok, hein, ça veut dire il existe au moins un individu tel que cet individu est joli. Ça nous traduit quelqu'un est joli. C'est ce que vous avez là. Ok. Pour ceux qui ont fait de la logique. Les autres, vous pouvez comprendre sans la logique, mais c'est juste pour faire le lien pour ceux qui ont fait. Là, bien. Pour tout X. Pour tout X. Là, vous êtes en train de dire tout le monde est Julie. Vous cherchez trop compliqué. Ouais, Mathéo? Gigi, oui, c'est bien. Enfin, Gigi l'amoroso, ça fait un peu. Qui a le prédicat des jolis. Ouais, c'est ça. Il faut un nom propre. C'est ça que vous vouliez dire, Lucas, aussi? Oui, je vais mettre BX pour pas qu'on confonde les deux prédicats. Enfin, BX, ici, mais à la place de joli, parce qu'on a déjà JX pour Julie. Ah, vous auriez mis pour tout X. Ah oui, c'était pas le problème. Moi, j'ai pas pensé que J et J, ça faisait J. Vous voulez dire BX, là vous dites tout le monde est beau. Mais non, avec un quantificateur existentiel. Vous voulez dire. Il existe un X tel que ce X est Julie et ce X est joli. Il existe un X tel que J de X et B de X. Ça que vous proposez. Hein, il y a au moins un individu tel que cet individu est Julie et qu'il est beau. Hein? Il faudrait dire qu'il y a exactement, on pourrait mettre un point d'exclamation. Pour dire, il en faut qu'un, il n'y en a pas un de plus. Ouais. Alors, oui, ça c'est ce qu'on va appeler la description définie. Mais c'est toujours pas ça. Pourquoi? Bon, pour des raisons qu'on va voir, mais
Une raison toute bête, c'est que c'est trop compliqué pour commencer. Vous avez besoin d'un nom propre ici. Et un nom propre en logique, c'est quoi? Bah, c'est juste une constante. Et par convention, les constantes, c'est des petites lettres. Donc Julie et Jolie, la symbolisation, c'est ça. C'est juste J de A. Okay, là, il n'y a pas de... Hein, c'est une phrase sans variable, Julie et Jolie. Hein, dès que vous avez un quantificateur, vous avez des variables. Mais là, vous avez que des constantes ici. Julie, c'est un nom propre, par hypothèse. Hein, donc, et Jolie, c'est ça la bonne traduction de cette autre phrase. Okay, donc, vous voyez que ces deux phrases qui sont en apparence, qui ont la même structure, Russell va dire, quand on y regarde, quand on regarde de près, en réalité, là, on a un prédicat qui est appliqué à un nom. Ici, on a un prédicat sur lequel on quantifie. Okay, hein, ce qu'on appelle une phrase générale. Il n'y a pas de nom propre ici. Hein, dès que vous avez des kicks, c'est ce qu'on appelle des phrases générales. Ici, c'est une phrase singulière. Donc, on a l'impression qu'il y a une structure commune, mais il n'y a pas du tout la même structure. Et la thèse de Russell, ça va être de dire que tout ce que Frege appelle des expressions dénotantes, en réalité, elles sont de cette forme-là, qu'il y a très peu de noms propres. La thèse radicale de Russell, je termine là-dessus, c'est dire qu'il y a un seul type de nom propre. Vous savez, quels sont les seuls vrais noms propres pour Russell? Pour Russell, il y a le seul nom propre, les seules catégories de noms propres, c'est ceci, cela, ici, maintenant. Ça, c'est des vrais noms propres. Tous les autres, c'est des descriptions déguisées. Ça va être la thèse radicale de Russell après. Mais nous, on va voir la prochaine fois pourquoi, quand vous dites Dieu, quand vous dites le Père Noël, en fait, c'est des descriptions déguisées pour Russell. Oui. Oui, pour les vrais noms propres, ça va très bien. Mais les vrais noms propres, ils vont forcément référer. Si vous dites ici, maintenant, vous faites forcément référence à quelque chose pour Russell. Non, il y a des vrais noms propres. Il y en a beaucoup moins que ce que pensait Frege. C'est ça la thèse de Russell. Okay. Très bien, bonne semaine à tous.